système endomembranaire, je voulais faire une petite partie de révision sur le Golgi. Alors, ce qui est vraiment hyper important dans le Golgi, c'est bien de comprendre les trois sacules. La sacule 6, médian et trans. On va crescendo dans le pH acide. Donc, tout ce qui est protéines fonctionnant avec un pH acide vont être hyper efficaces lorsqu'elles vont être justement dans ce Golgi TGN. Puis, euh, toutes les protéines fonctionnant à pH neutre ou pH même basique, disons pH neutre au maximum, marcheront dans le 6 médian. Ce sont tous des réservoirs de calcium. Donc, le fait de mettre des calciums, euh, vous savez comment on peut sortir avec un récepteur IP3, euh, etc. Alors là, dans ce schéma, il y a un truc un peu étonnant, je l'avoue, c'est qu'il y a marqué que, évidemment, on sait que la maturation de la protéine se fait dans le Golgi, mais ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on vous dit qu'on peut faire de la N et de la C-glycosylation de protéines. Alors, je sais pas, j'imagine que vous voyez tous, hein, on est à la page 91. Il y a de la N et C-glycosylation protéique dans le Golgi. Alors qu'on a toujours appris que c'était la O-glycosylation. Est-ce que quelqu'un a une idée sur ça, une réponse? Est-ce Mais que il y tout a le monde pas est d'accord? marqué. Mais non, mais il n'y Oui, a oui. pas marqué que justement c'est pour le RE. Il y a le RE et juste à côté, il y a marqué on peut faire la protéosynthèse, la maturation, contrainte de Ah oui, réalité. oui, oui, oulala. Alors, j'ai pas vu là. Ouais. Alors, c'était pas une erreur, c'est moi qui ai mal lu. Bravo, je suis désolé. En fait, oui, effectivement. Euh, donc, ça répond bien à la question. Donc, en fait, c'est pas une flèche qui désigne le fait que ça soit dedans. C'est juste ça, c'est le RE. La flèche, c'est juste à la suite, il y a ça. Donc, effectivement, donc ça confirme bien. Dans le RE, on a la N et la C-glycosylation. Dans le Golgi, on a la O-glycosylation. Et on a de la calcium ATPase plutôt dans le Golgi, dans le RE. Le récepteur IP3 aussi plutôt dans le RE, mais vous verrez qu'on en retrouve aussi dans le Golgi. Et les protéines fixant le calcium, on en a de partout. Les H plus cuivre ATPase et la phosphatate acide, c'est dans le TGN, puisque ça fonctionne à pH acide. Et donc, ça suit le flux vectoriel membranaire et permanent. Il y avait un schéma qui était tombé. Bon, voilà. Donc celui-là, on l'a vu 20 000 fois. On peut le revoir si vous voulez, mais moi, avec plaisir. Euh, Page 93, le schéma d'en haut, c'est un schéma qui est tombé. Donc, dans ce schéma, on vous montre que, en fait, finalement, l'endosome, c'est le centre un peu de toutes les réactions et les transports des vésicules. On voit qu'à partir du Golgi trans ou TGN, c'est la même chose, on peut partir pour aller vers la membrane plasmique. Alors, vous savez qu'il y a trois manières, euh, excusez-moi, donc il y a trois manières d'activer euh, enfin en tout cas de partir du Golgi. Hop, on va le revoir ici. Donc, soit on a une protéine recouverte, une un endosome, une vésicule recouverte de clatrine, c'est ce que vous voyez tout en haut du schéma. Donc là, il y a de la dynamine. Euh, Soit on a une vésicule recouverte de FAP, là aussi, il peut avoir de la dynamine a priori. Par contre, une vésicule de cavéoline, en bas, il n'y a pas de dynamine. La bréphédine A, elle est efficace sur FAP et sur clatrine, mais pas sur cavéoline. Donc, cavéoline et FAP, c'est sécrétion constitutive, alors que clatrine, c'est sécrétion régulée. Déshabillage pour clatrine et déshabillage pour FAP et pas de déshabillage pour cavéoline. Donc ça, c'était le résumé. Donc ici, on part du Golgi. Donc là, on imagine, si on ne vous le met pas, ben vous savez, comme il y a de la dynamine, que forcément, c'est de la clatrine, vésicule de clatrine, et donc pas
pas de cavéoline. Donc après, cette vésicule qui part du trans, elle peut aller soit, alors le plus souvent, c'est qu'elle va dans l'endosome précoce. L'endosome précoce, c'est là qui est le moins acide. Cet endosome précoce va se transformer en MVB, donc on appelle aussi endosome tardif. Et enfin, on se transforme en lysosome. pH 7, comme le cytosol. Lysosome, c'est pH égale 5. Faites attention, dans l'endosome tardif, c'est à ce niveau-là, il me semble que vous avez un schéma dans ce sens-là, c'est à ce niveau-là qu'on a comment dire, le, l'antigène, ok, qui va être chopé par le CMH de type 2. Ok, vous vous souvenez que concernant euh, la cinquième figure ou la troisième figure du chapitre sur le compartiment cytosolique, on constate qu'après être passé par le protéasome, l'antigène passe par le transporteur TAP. Après avoir été dans le transporteur TAP, il va reconnaître le ERAP. ERAP va le donner au CMH de type 1, et donc tout ça se passe dans le RE. Mais quand c'est le CMH de type 2, ça se passe dans le MVB, dans l'endosome tardif. Donc, c'est des questions aussi qu'on peut vous poser sur ça. Très important le fait que le but final que ce soit endosome précoce, tardif ou lysosome, c'est qu'on aille dans le cytosol. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'un produit, par exemple un LDL, pour prendre l'exemple du LDL, que ça reste essentiellement dans le cytosol ou dans ce compartiment-là, dans l'endosome. Le but, c'est que ça passe aussi après vers le cytosol. Donc voilà. Et on a une endocytose. Là, il y a tout le temps de la dynamine. Ça aussi, faites attention, hein. Ne faites pas l'erreur de dire qu'à partir du TGN, il n'y a pas de dynamine au niveau de la cavéoline. Mais il y en a, lorsqu'on fait une endocytose, on a de la dynamine à ce niveau-là. Et enfin, la dynamine qu'on voit aussi pour la clatrine. En fait, petite remarque, c'est que le pH du milieu extracellulaire, il est à 7,4. Voilà. Ah oui, voilà, donc en dessous, le schéma, c'est exactement ce que je vous ai dit. Le CMH2, quand il chope son antigène, il passe par le flux vectoriel membranaire et permanent, et il va choper son antigène à ce niveau-là, au niveau du MVB, l'endosome tardif, à pH 6,5. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un schéma hyper simple. Je vous ai déjà envoyé des QCM, me semble-t-il, sur ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème particulier. Et donc, dans ce schéma, on vous met juste que le lysosome, il a un pH égale 5, il a une H plus ATPase, ça c'est classique, puisque c'est comme ça qu'on a le pH égale 5. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas il y a souvent des discussions sur le pH du cytosol. Tantôt, euh, on dit que le pH il est à 7,2, tantôt on dit qu'il est à 7,4. Ok, mais en gros, voilà, dans ces zones-là, essayer de bien connaître ces pH-là, c'est quand même assez important. Euh, la phosphatase acide, ça fait partie des glycoprotéines enzymatiques spécifiques du lysosome, mais aussi donc du TGM, on vient de le dire à l'instant. Par contre, les glycoprotéines non enzymatiques LAMP1 et LAMP2, c'est vraiment spécifique, c'est des marqueurs, et ça, c'est pour le voir dans un ED, c'est vraiment des marqueurs du lysosome. OK? Et enfin, dernier point que je voulais aussi voir là sur les questions qu'on m'avait posées. Donc ici, euh, Golgi trans ou réseau transgolgien, ok? Ici, dans ce schéma, on vous montre les 4 possibilités d'entrer dans le lysosome pour nourrir ce fameux lysosome. Donc, soit première possibilité, on rentre par endocytose, puis après endosome précoce, endosome tardif, et on se transforme en lysosome grâce au H plus ATPase. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Soit
par une phagocytose. Donc, la phagocytose, la phagocytose se fait ici, au niveau d'une cellule comme un type de macrophage, pour par exemple l'apoptose. Je vous fais les premiers schémas du chapitre 1. Et à la fin, donc, on atterrit à un lysosome. Troisième possibilité, c'est l'autophagie, ça aussi avec les citernes dérivées du TGN. C'est soit du TGN, soit du RE, soit de la membrane plasmique. Ça aussi, c'est important de le savoir. Qu'on ne fasse pas de la monoculture en disant que le TGN provient que du RE ou que du TGN ou que de la membrane plasmique. Ça peut venir des trois. Et enfin, on peut rentrer directement via une perméase dans le lysosome. Et c'est les HSP70 plus les molécules de cytosol qui vont permettre cette entrée dans la perméase. Donc ça, je vous enjoins. Alors, si vous avez votre livre, allez dans le schéma. Là, ça va être compliqué pour moi, mais allez dans votre schéma où on vous montre dans le compartiment cytosolique où on parle la première fois du protéasome, où il y a les réactions, la protéine qui se fait ubiquitinylée, polyubiquitinylée, qui rentre dans le protéasome. Vous voyez que quand elle ressort du protéasome, quand la dégradation n'est pas totale, elle est partiellement hydrolysée, mais encore ubiquitinylée. Alors, elle peut être adressée au lysosome qui a un pH acide. Et dans ce protéasome, dans ce lysosome-là, on y a marqué chaperon. Donc, c'est quoi ces chaperons? C'est ces fameuses HSP70 qui vont permettre l'entrée dans le lysosome de protéines, ici, ces protéines-là. Alors, ça, c'est les questions qu'on m'avait un peu posées. Alors, peut-être que j'ai oublié certains. Alors, est-ce que vous avez des choses que vous voulez voir là? Est-ce que certains ne m'ont pas posé de questions? Ils voulaient que je détaille. Dites-moi. Je n'aime pas le fait qu'on ne pose pas de questions. C'est très important d'avoir des questions. Alors, ici, bon, si vous avez des questions, vous m'interrompez et je réponds. Dans ce schéma-là, donc dans la page 89 en bas, qu'est-ce qu'on constate? Donc, c'est bien faire la différence. Alors, juste pour essayer de faire un petit résumé, si je vous dis la différence entre CMH1 et CMH2, il y a trois grandes différences. Première différence, le CMH1 se retrouve dans tous les types cellulaires. Alors que le CMH2, on constate qu'il est que dans des cellules spécialisées de type macrophage. Deuxième différence, c'est que le CMH1, quand il va choper son antigène, il va le choper dans le RE. C'est ce qu'on voit ici. Donc, protéation, polyubiquitination, et on a DOM qui ressort en peptide antigénique, transporteur TAP, attention, perméase de la superfamille. Et enfin, le CMH1 qui va choper ça, c'est pour le CMH de type 1. On l'a vu tout à l'heure dans le MBB, donc il passe par. Alors que le CMH2, il va présenter hyper importante à savoir. Alors, on m'avait posé aussi des questions sur les glycosylations. Alors, là, on le voit dans cette protéine-là, il y avait des schémas qui étaient un peu mieux faits. Alors, il faut que vous compreniez dans la glycosylation que c'est d'abord très simple. Il ne faut pas se compliquer la vie. Il y a trois types de glycosylation, N, C et O. La N-glycosylation, c'est sur un résidu d'asparagine sur un atome d'azote. La O-glycosylation, c'est sur des acides aminés sérine, thréonine sur un atome d'oxygène. Et la C-glycosylation, c'est sur un résidu de tryptophane, un acide aminé tryptophane, sur le carbone. Donc ça, c'est la base. J'ai rien à vous apprendre, c'est quelque chose à apprendre par cœur.
Maintenant, encore une fois, la N et la C-glycosylation se font dans le RE. Donc la N et la C-glycosylation se font dans le RE. La O-glycosylation peut se faire soit dans le Golgi, soit dans le cytosol. Alors, je m'explique. Une protéine donnée, que vous voyez dans n'importe quel endroit de la cellule, il faut savoir si elle est cytosolique ou appartenant donc au système non endomembranaire, donc dans la mitochondrie, péroxysome, cytosol, nucléoplasme, même les protéines du cytosquelette, etc. Donc ça, ces protéines-là, a priori, donc ça c'est la règle, après il y a une comment dire, une exception, mais la règle, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre sur ces protéines-là. Pourquoi? Parce que le sucre n'est pas présent dans le cytosol. Ça, c'est la règle que vous devez retenir. Par contre, si je suis une protéine transmembranaire euh, donc dans la membrane plasmique ou dans le RE ou dans le Golgi ou dans l'isologue, dans tout ce qui appartient au système endomembranaire, donc l'enveloppe nucléaire, etc., ces protéines-là peuvent être glycosylées. Donc, on peut avoir sur ces protéines-là des N, C et O glycosylation sur leur versant extracellulaire. Par contre, ça, qu'on peut avoir des NC et O glycosylation sur le versant extracellulaire de ces protéines-là, ça, il n'y a pas d'exception, c'est sûr. De partout, vous verrez donc qu'il y a la N, la C glycosylation sur leur versant extracellulaire. Donc ça, c'est la règle. Maintenant, il y existe juste une exception, c'est concernant la O-glycosylation. Cette O-glycosylation, on peut, dans certains cas, la retrouver dans le cytosol. Mais pas n'importe où dans le cytosol. La O-glycosylation ne peut jamais se retrouver sur la partie cytosolique d'une protéine transmembranaire. Donc, quand vous avez une protéine transmembranaire, n'importe quelle protéine transmembranaire, sur la partie extracellulaire, vous pouvez très bien trouver une protéine, une O-glycosylation, mais sur la partie intracellulaire, il n'y aura jamais de O-glycosylation. La O-glycosylation dans le cytosol ne peut se faire que sur une protéine qui est complètement cytosolique. OK? Donc, si je résume, quand vous voyez une glycosylation, vous devez vous poser la question chaque fois, est-ce que ou à quel moment elle s'est mise cette glycosylation? Donc ça, c'est très simple. NSC dans le RE. Et la O-glycosylation peut se faire soit dans le Golgi, soit dans le cytosol. Et maintenant, la deuxième question, c'est quand la protéine est mature, à quel niveau de la protéine on peut retrouver ces glycosylations? Donc, sur une protéine transmembranaire, c'est toujours sur le côté extracellulaire. Une glycosylation, c'est jamais intracellulaire, la glycosylation. Mais sur une protéine qui est complètement cytosolique, on peut la retrouver, euh, on peut retrouver une O-glycosylation, éventuellement. Donc ça, dans les ED, c'est hyper important parce que finalement, si vous voyez la N, la C et la O-glycosylation, ben, si vous voyez que sur le schéma d'une protéine classique, ben, vous constatez qu'il y a donc une O-glycosylation, ben, ça peut être, attention, je répète, hein, une protéine qui est complètement cytosolique. Si vous avez une protéine qui est euh, transmembranaire, il n'y a pas de O-glycosylation sur le domaine intracellulaire. La O-glycosylation peut se retrouver que sur la partie extracellulaire si on a une protéine transmembranaire. Mais ne pas être choqué si vous voyez une protéine cytosolique et avoir une O-glycosylation. Là, de manière générale, NC O-glycosylation, le début de la synthèse de ces glycosylations se commence toujours dans le cytosol. Après, il y a un phénomène de flip-flop. On ne le voit pas ici, mais c'est classique. Il y a un phénomène de flip-flop où elle va changer de feuillet de la membrane. Et à partir de là, elle va grâce à des N ici, dans ce cas N-glycosyltransférase, lui permettre de s'accrocher à la protéine.
Donc, on passe de 14 résidus secrets ici à 10 résidus secrets parce que justement, on a euh, la glycosidase qui est passée par là. D'accord? Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chapitre 8? Sur d'autres choses? Les revêtements, c'est clair pour tout le monde? Pas, pas de questions sur ces revêtements? OK. Alors, je vais passer donc au chapitre 13, chapitre 11, excusez-moi, si vous n'en voyez pas l'inconvénient. Donc, pas de questions là, hein. Vous me décevez, hein. Moi, j'étais sûr que vous avez des questions. Alors, attendez, on va aller dans le cytosquelette. Il y a quelques questions souvent sur le cytosquelette. Je vais donc... Et après, on va faire quelques questions. On va répondre à quelques questions ensemble. D'abord, je voulais voir le cytosquelette. Voilà. Donc, cytosquelette, il y avait un schéma que je voulais voir. Donc, ici, vous vous rappelez, dans le chapitre 11, on a un potentiel d'action qui vient à partir d'un neurone. Ce neurone-là, il va, grâce à des canaux calcium potentiel dépendants, il va faire en sorte de libérer de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Là aussi, on m'avait posé quelques questions sur la fente synaptique. La fente synaptique, c'est la plus petite, euh, c'est l'hormone qui parcourt le moins de distance possible. C'est dans la fente synaptique. L'acétylcholine sur la fente synaptique va aller sur la cellule musculaire. La cellule musculaire a des récepteurs ioniques à 4 domaines transmembranaires. Je vous rappelle que ces récepteurs ioniques sont toutes des récepteurs qui sont glycosylés sur leur partie extracellulaire, la N-glycosylation. Lorsque l'acétylcholine se met sur son récepteur à 4 domaines transmembranaires, il va provoquer ce qu'on appelle une dépolarisation de la cellule. C'est-à-dire que le Na va sortir et le potassium va. Le Na va. Alors, le Na va sortir ou va rentrer? Allô? Vous m'entendez? Il rentre, non? Normalement, le Na donc va rentrer. OK? Ça, il faut le savoir, c'est impératif. C'est dans vos cours en plus de tissu musculaire, hein. Vous avez vu, à mon avis, ça dans le tissu musculaire, comment la dépolarisation se met dans la cellule musculaire. Donc, le Na rentre et le potassium sort. Si vous ne savez pas ça, c'est grave. D'accord? Donc, et juste, je fais une parenthèse, la Na plus K plus ATPase, c'est quoi? C'est dans le sens contraire du gradient de concentration. Donc, le K plus va rentrer et le Na va sortir. OK? Donc, c'est le contraire. Bon. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'onde de dépolarisation continue dans le tubule T, l'onde de dépolarisation continue dans le tubule T,
Et donc, on a, le calcium qui va sortir à partir du réticulum sarcoplasmique. Le calcium va sortir pour faire la contraction musculaire. Et là, donc là, on en est là. Donc ici, le calcium, d'où il sort, de toute cette réaction dont je viens de vous parler. Et donc, le récepteur, ce n'est pas un récepteur IP3 qui fait sortir le calcium, on vous l'avez dit, c'est le récepteur de l'arianodine. Alors, peut-être qu'on ne vous l'a pas dit en cours, peu importe, ne le retenez pas si on ne vous l'a pas dit, mais en tout cas, vous êtes sûr que ce n'est pas un récepteur IP3. Ce récepteur sarcoplasmique donc, libère ce calcium, et là, on en est là, en haut de la page 76. Il va libérer la tropomyosine de son microfilament d'actine. Donc, la tropomyosine, elle avait comme effet de stabiliser le microfilament d'actine. La tropomyosine va donc être libérée et va laisser la place à la myosine type 2, qui a été préalablement activée par phosphorylation. Donc la myosine type 2 a été phosphorylée par phosphorylation, s'est mis en filament bipolaire et va se fixer sur les sites de fixation de microfilament d'actine. On a donc une interaction entre actine et myosine, hydrolyse de l'ATP, et on a l'actine qui va glisser, OK, et la myosine type 2 qui ne bouge pas. Elle aura juste un geste, un mouvement balancier de la tête et hydrolyse donc de l'ATP par les têtes de myosine. Donc, si on agrandit le schéma un peu, on va tomber donc sur le schéma juste en dessous. On a notre tubule T avec la triade réticome sarcoplasmique tubule T, et enfin, en tout cas, 2 réticules sarcoplasmiques et un tubule T. Le calcium qui sort. On a ici notre sarcomère avec disque sombre avec myosine type 2 et disque clair sur les côtés avec riche en actine. C'est l'actine qui va bouger, qui va donc se contracter, qui va se raccourcir, alors que le segment foncé, lui, ne bouge pas et reste en longueur constante. Donc l'augmentation de calcium va faire tout ça, et donc consommation d'ATP, raccourcissement du sarcomère. Donc ici, le petit texte en dessous, il y a marqué que la membrane des tubules T est en continuité avec la membrane plasmique musculaire ou le sarcolème. Donc vous voyez que le tubule T, il est en continuité. C'est la même chose. Ce dispositif permet l'arrivée du potentiel d'action musculaire dans la cellule musculaire squelettique. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça, c'est facile. Alors, ce schéma, évidemment, 20 fois, je l'ai commenté. Alors, je répète encore une fois qu'ici, dans ce schéma, très important, vous me faites le plaisir, à chaque fois que vous voyez les virus, tout ça, de me voir ce schéma-là et vous le comparez. À l'époque, c'était le même truc. Vous me comparez ce schéma-là avec ce schéma-là. Page 74 en haut. Page 74 en haut, on est en présence d'une bactérie qui, elle, va de cytosol en cytosol, OK, qui va de cytosol en cytosol et qui infecte la cellule en cellule en ne passant pas par le milieu extracellulaire, parce que lorsqu'il va passer par le milieu extracellulaire, c'est là où les macrophages vont le choper. Donc, s'il peut rester dans le cytosol, il est protégé. Donc, il va passer de cellule en cellule pour infecter chaque cellule et va chaque fois va rentrer par phagocytose. Il va polymériser une queue d'actine pour propulser l'endosome au-delà de la cellule, ok, enfin au-delà de la membrane plasmique. D'ailleurs, il y avait je vais essayer de vous le mettre, il y avait une annale sur ce schéma-là. Je vais vous la mettre quand je peux, là, je vais vous la mettre. Et donc là, vous voyez qu'il y a 4 membranes. La membrane de l'endosome, ou 2 membranes, la membrane de l'endosome, et la membrane après donc de la bactérie. Donc la membrane plasmique de la bactérie et la membrane de l'endosome. L'endosome après dégage, et c'est la queue d'actine qui va pousser la bactérie qui va aller encore dans une autre cellule pour former encore une phagocytose, queue d'actine, etc., etc. Donc ça, c'est une bactérie. Attention, ce n'est pas un virus. Alors que le virus, quand il rentre, je dirais que
pour parler un peu. Il va rentrer peut-être de manière un peu plus fine. Donc en bas de la page 80, il va rentrer un peu plus finement, c'est-à-dire qu'il peut rentrer soit par une endocytose, OK? Et lorsqu'il va rentrer par une endocytose, son but au virus, et ça, c'est rien à voir avec la bactérie, son but au virus, c'est vraiment d'affecter l'ADN de la cellule. Donc, c'est en allant dans la cellule vers le centre cellulaire et en étant transporté par le microtubule et les protéines motrices, c'est à ce moment-là que la protéine en question, le virus en question, va aller vers le noyau. Donc, vous voyez ici donc, que la grippe rentre par endocytose. On va avoir un endosome qui va se former, que d'actine. Donc ici, on imagine que la dynamine a permis le détachement de la vésicule. Puis, qui prend le relais après la codactine, c'est microtubule avec la dynéine, du plus au moins la dynéine, je descends, qui va aller vers le centre cellulaire. La diminution du pH va libérer le virus de l'endosome. Le virus de la grippe va choper un NLS, va aller vers le noyau, et va être aidé ici par des microfilaments d'actine et de la myosine. C'est le seul endroit où on voit de la myosine vraiment vers le noyau. Myosine de type 1, bien évidemment. Puis après, on a une importune alpha, une importune bêta, et on imagine que ici, donc comme vous le savez, RAN GTP va intervenir dans l'importation de la protéine. En revanche, le virus de l'herpès et du sida, lui, ne fonctionne pas de la même manière. Il rentre par endocytose. Excusez-moi, il rentre par fusion, pas par endocytose. Il n'est pas poussé par une codactine, mais est propulsé, en tout cas, est conduit par des myosines ici de type 1. Puis, toujours la même chose, microtubule et dynéine, au moins. Diminution du pH, mais bon, là, dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'il n'y a pas d'endosome. Attention, ici, il n'y a pas d'endosome. Et puis, la même chose, NLS, importune H1, importune bêta, RAN, GTP, on imagine, le noyau. Donc, la suite de ce schéma, c'est très facile. On ne va pas le faire maintenant parce que je l'ai expliqué 20 fois. C'est dans la matrice extracellulaire, dans le dernier schéma ou avant-dernier schéma de la matrice extracellulaire, c'est quand ce virus-là en question sort par apocrinie. Donc, il va envoyer d'abord ses glycoprotéines virales au niveau de quoi? Au niveau du radeau lipidique et va sortir par apocrinie. La capside virale va sortir par apocrinie. OK? Alors, je vais finir par deux QCM, enfin un QCM que je vous avais envoyé. Le concours blanc. Le concours blanc 2020. Alors, je vais voir si. Alors ce schéma-là, malheureusement, il n'était pas. Il n'est plus votre année. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors, dans ce schéma qu'on a vu tout à l'heure, en 1, la dynamine intervient dans l'étape en 1. Donc, ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai. OK? Donc, là, dans la plupart du temps, la dynamine, elle va intervenir. Le pH augmente du compartiment 2 à 3. Donc, ça, c'est faux. Il diminue. Ça, c'est facile. L'acidification compartiment en 3 permet la dégradation d'une lipoprotéine endocytée en 1. Qu'est-ce que vous en pensez? L'acidification permet la dégradation d'une lipoprotéine. Moi, je dirais vrai. Je ne vois pas pourquoi ça serait faux. Une lipoprotéine peut être endocytée et dégradée en 3 grâce à l'acidification. Une partie de 4 peut être endocytée. Bien sûr.
Ok, donc une partie de 4 peut être endocytée, c'est le principe de la phagocytose. Et 5 provient du Golgi 6, non, ça provient du Golgi TGN. Ah, il n'y avait qu'un schéma sur ce schéma-là. Ça, c'était le D. Et ça, c'est histo-embryo. Donc, je vais juste corriger, excusez-moi, les premières questions. Un, qui est le calcium, est un ion divalent, c'est vrai. C'est le calcium. C'est un ion même, c'est divalent, c'est un cation divalent. J'aurais pu faire un piège avec marqué anion divalent. L'édifice en 2 est composé de 12 protéines. Oui, c'est 12 connexines. 6 connexines par hémimembrane. L'édifice en 2 permet l'échange de nucléotides entre deux voisines, oui. C'est-à-dire 2, il fait passer, par exemple, de l'ATP entre deux cellules. Par contre, si je vous avais dit ici que l'édifice en 2, il fait passer un RCPG ou une grosse molécule entre deux cellules, ça aurait été faux. Donc vraiment, calcium, ça passe, IP3, ça passe, ATP, ça passe, mais plus gros, ça passe pas. L'édifice en 3 comporte un port aqueux, ça c'est vrai, c'est une question classique. Le revêtement en 4 comporte une cavéoline. 4, c'est vrai, puisque c'est un radolipidique, puisqu'il y a un récepteur IP3 à l'intérieur. La molécule en 5 est produite par clivage de phospholipides membranaires. Donc 5, c'est l'IP3, donc c'est vrai, c'est PIP2 qui va donner DAG et IP3. DAG qui va rester dans la membrane plasmique, qui peut activer, je vous rappelle, la protéine C. Chapitre 11. L'édifice en 6, donc c'est la calcium ATPase, existe aussi au niveau du système endomembranaire, oui, c'est ce qu'on retrouve au niveau de l'enveloppe nucléaire ou du RE, la calcium ATPase. L'édifice en 7, c'est une pompe. 7, c'est une pompe, c'est pas une pompe, pour moi, c'est un échangeur d'ions. Est-ce qu'on peut appeler ça une pompe? Je ne suis pas sûr. A priori, l'édifice en 7, c'est un échangeur. Ici, c'est un antipore. L'édifice en 8 est un canal ligand dépendant. 8, oui, c'est un récepteur IP3, donc c'est vrai. Le complexe en 9 pourrait avoir une séquence de rétention adressage KDEL. Alors 9, alors pourquoi c'est faux? Allez, dites-moi, pourquoi c'est faux? Parce que la protéine, elle est soluble. Alors ici, la 9, elle n'est pas soluble justement. C'est-à-dire que la protéine Oui. ici, elle est transmembranaire, alors que KDEL, il faut que ça soit une protéine soluble. Très bien. La région en 4 est riche en complexes produisant un radical libre gazeux. Donc 4, on a aussi de la hénosynthase, c'est le sens de la question. 10, où c'est 10? Ah, 10, c'est le RE. Pourrait de la lumière du RE sarcoplasmique, oui. La molécule en 11 a possédé un peptide signal, bien évidemment, puisque la protéine en 11, ça peut être donc, je répète, BIP, PDI, toutes les protéines dans le RE qui fixent le calcium. La molécule en 11 pourrait participer au contrôle de qualité dans le RE, oui. Et complexe 1,12, 1,12, ça peut être la calcium calmodulline, contrôle l'activité de nombreux enzymes enzymatiques, c'est vrai. OK? Juste la question 4, je vous l'avais déjà donnée. Juste la question 5, la molécule en 13. C'est quoi la molécule en 13? Où c'est la molécule 13? On la voit là? Non, elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Attendez. Alors, à mon avis, 13, c'est la 13, à mon avis, c'est la calcium ATPase qu'on retrouve dans le RE. Vous le voyez, il y a la calcium ATPase, le 6, juste en dessous le 6, à mon avis, c'est ça. Alors, est-ce que ça peut permettre le stockage de calcium dans l'appareil de Golgi? Oui, puisqu'elle fait partie, elle fait passer du plus concentré du moins concentré au plus concentré. En présence de TP-gamma S, augmente la concentration dans l'RE. Non, c'est faux, puisque la TP-gamma S ne se fait pas hydrolyser. Favorise l'action de la calcium camoduline. Non, pas du tout, puisqu'elle enlève le calcium, au contraire, du RE, enfin du compartiment cytosolique. Son inhibition bloque la contraction musculaire. Oui,
Alors pourquoi? Parce que justement, dans le chapitre 11, qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsque le calcium a été utilisé pour la contraction musculaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, le recyclage du calcium se fait grâce à ces calcium ATPase. Elle revient dans le RE, réticulum sarcoplasmique. Donc si elle n'est pas là, elle bloque, elle va empêcher la contraction. Elle va plus permettre le recyclage. Permet l'entrée du calcium dans le nucléoplasme. Alors ça, c'est faux aussi, puisqu'elle fait rentrer le calcium dans l'enveloppe nucléaire, pas le nucléoplasme. OK? Bon, écoutez, franchement, j'aimerais vraiment que. Alors, il y en a qui me posent beaucoup de questions par message, mais vraiment, ces Zooms-là, je sais que c'est pas facile. Je voulais pas vous faire venir aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on reprend en présentiel les cours de BioC. J'aimerais vraiment que vous fassiez vous participiez plus. OK? Allez, bon courage à tous.